Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Lucia Caglia. Tu fais tout un tas de choses pour l'écosystème. Tu es une femme de l'ombre. On te retrouve sur plusieurs projets en fonction des années. Je vais te laisser dans un premier temps nous raconter ton parcours professionnel et comment tu es entrée dans les crypto-monnaies, le Web3, la blockchain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine, Magali. Merci pour cette invitation et cette opportunité de montrer ce que j'ai fait dans les cryptos et j'espère apporter ma passion, de transmettre ma passion à les autres gens de la communauté francophone. Je voudrais dire que mon français, c'est un peu a perdu ce que je parlerai dans le passé parce que je me suis transférée à Dubaï. Donc, je n'ai pas plus la possibilité d'avoir un contact direct par la communauté francophone, mais je pense que plus je parlerai, plus je pourrai améliorer. Mais désolée en avance pour la prononciation et certaines choses. OK, donc voilà, je suis à votre disposition. On voulait que tu commences par nous raconter ton parcours, comment un petit peu tu étais tombée dans la marmite crypto et puis voilà, tes premiers pas dans la crypto-monnaie. Ben ouais, tomber, c'est le mot juste parce que moi, j'étais un background en Sciences Po et j'ai connu les crypto et Bitcoin dans le 2014 quand j'ai lu un article sur International qui est un magazine de politique, actualité. Et j'ai fait des études, j'ai passé des examens en microéconomie, macroéconomie, donc j'ai compris le potentiel de ces nouvelles technologies, mais j'avais autre chose dans ma tête. Je voulais poursuivre ma carrière politique. J'ai fait un stage au Parlement européen à Bruxelles, donc ma tête s'était concentrée sur cette route. Mais en 2017, j'ai plus en plus entendu parler de Bitcoin et j'ai compris que l'énergie, le potentiel, l'être dans la crypto-finance, l'être dans l'avant-garde du changement. Ça, c'est les choses qui m'intéressaient. Et donc, ces choses à raconter, j'ai demandé à mes parents de ne me faire rien de cadeau de Noël. Je voulais seulement de l'argent pour commencer à faire des petits investissements. Donc, j'ai commencé à ouvrir un petit compte sur Coinbase parce que c'était, je pense, il me permettrait d'acheter Bitcoin avec l'argent, avec l'euro. Et donc, j'ai commencé comme ça. Puis, j'ai entendu Sisi sur YouTube dans une conférence en Asie et j'ai commencé à utiliser Binance parce que j'ai vu que cet homme, c'était visionnaire. Et moi, je dis, je veux travailler pour lui, pour aider à réaliser cette vision, ce projet. Ce n'était pas une vision, il y avait déjà les crypto exchange Binance, mais pour moi, c'était vraiment un rêve et je cherchais des possibilités de travail en ligne, mais il y avait des postes techniques, il y avait des positions très techniques ou très financières, c'était des profils très spécifiques. Et donc, j'ai cherché mieux et j'ai vu qu'il y avait des positions de volontariat pour aider la communauté. Donc, je dis, moi, je fais moi-même partie de la communauté, donc pourquoi pas l'aider? Et donc, je me suis postulée pour le Binance Angel, qui sont des volontaires qui aident la communauté. Et je me suis appliquée en février et je fais l'entretien à la fin de février. Et au début de mars 2018, j'ai commencé à modérer et aider l'agent de la communauté italienne. Donc, c'est ça que je suis c'est comme ça que je suis tombée dans la crypto. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans tous les projets dans lesquels tu as pu travailler sur cette période-là? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur ce début à Binance?
à l'époque? Moi, je pense qu'au début, j'ai aidé la communauté italienne à comprendre mieux ce monde de la crypto. J'ai fait la traduction de toutes les annonces de compétition du trading parce que la connaissance de l'anglais dans mon pays, ce n'est pas trop développé. Ça, c'est une chose que c'est la vérité. J'espère que ça va améliorer, mais et je fais même la traduction de tous les sites web au début. Puis il a amélioré, il a changé. Mais au début, c'est ça. Il y avait besoin de gens qui traduisent tous ces mots très techniques, très spécifiques. Et il n'y avait pas beaucoup de professionnels parce que c'était un secteur au début, presque. Surtout les crypto exchanges, c'était les premiers, pas les premiers, mais les premiers à se développer et à développer une communauté internationale. Donc, moi, je fais partie de cette communauté. J'ai aidé dans le marketing et j'ai aidé quand même à développer les marchés des NFT. Quand on lançait les marchés en 2021, l'Italie s'est positionnée comme la première en termes de volume. Alors, l'Italie, comme la France, elle a un patrimoine artistique. Donc, je pense que les gens sont plus habitués à percevoir les valeurs d'une œuvre artistique, même s'il est, oui, même s'il est dans la forme digitale. Et j'ai eu la possibilité de choisir des artistes parce que j'ai fait beaucoup de recherches, je les cherchais sur le réseau social. J'avais beaucoup de connaissances de réseau social parce que je l'ai déjà utilisé, ça fait 3 ans avec Binance. Donc, ces artistes avaient déjà une communauté. Donc, quand on lançait les NFT sur Binance, c'était très facile pour avoir des gens qui ont déjà capables d'acheter cet NFT parce que peut-être même quelque chose il peut être une barrière technique pour la majorité. Mais si tu as développé une communauté et tu la peux éduquer à comment acheter les NFT, c'est vraiment facile. Et puis Binance avait beaucoup de volume, beaucoup de promotion, beaucoup de marketing qui c'est automatique. Mais oui, ça montre encore une fois comme l'éducation, la communauté, modérer la communauté, être avec l'argent tous les jours, ça c'est une chose qui peut payer dans le long terme quand il y a ces produits qui sont lancés dans un gros marketplace comme Binance. Il y a eu, tu as participé également, pardon Antoine, après je te laisse. Il y a également, alors tout un pan de Binance que la France a pas connu via Binance Charity, où il y a eu également des actions qui ont été faites par vous en Italie au moment de la pandémie. Et du coup, c'est une autre manière de voir la relation à l'exchange qu'on n'a peut-être pas avec l'exchange, qu'on n'a peut-être pas en France. Une sorte de glorification justifiée qu'on n'a pas en France. Maintenant qu'on a parlé de Binance, qu'est-ce que tu fais de nos jours actuellement? Moi, je suis une NFT and crypto advisor. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour avoir des conseils de marketing ou surtout comme faire grossir la communauté, donc comme faire l'onboarding des volontaires, comme étaient les Binance Angels, des gens très passionnés, les gens qui veulent soutenir la communauté, quel est le profil idéal. Et j'ai même soutenu des projets Tap to Earn qui sont très à la mode. J'ai écrit des blog posts, j'ai fait des entretiens pour les volontaires et je suis aussi en train de lancer avec mon partenaire italien un projet NFT. Je ne peux pas parler trop parce que nous sommes au début, mais il y a un projet qui ce n'est pas la part artistique la plus importante, je veux dire, c'est les smart contracts parce que il crée un lien très particulier entre l'NFT digital et l'objet physique. Mais nous sommes en train de le développer. Il a pris le Covid maintenant, malheureusement. Il va, oui, mais il est en train de se rétablir. Oui.
Mais oui, je pense que par mon expérience, la communauté, c'est la chose la plus importante et on doit partir par la fondation. Et avec la communauté, il doit même, comment dire, créer un réseau avec les affiliés, les KOLs, les influenceurs du secteur qui peuvent créer un effet de LED. Il peut faire un leverage de la communauté parce que en utilisant le réseau social, ils peuvent augmenter, élever le message. L'élever. Ouais. Donc, communauté et affiliation, ce sont les choses que les projets doivent et ils font. Nous le pouvons voir avec tous les top to earn projets comme je voudrais nommer like Hamster Combat ou Not Dogs. Ils ont créé une grande communauté parce qu'ils ont utilisé les réseaux de Telegram. Il est utilisé par millions et millions d'utilisateurs. Donc, ils ont déjà trouvé une communauté, je veux dire. Ils n'ont pas dû créer beaucoup de choses comme on a fait au début. Mais ouais. Lucia, je voudrais, quand je t'entendais, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui nous regardent, mais qui ne s'y connaissent pas, en tout cas dans le dev, mais qui ont des compétences de marketing, tu es un peu une femme de l'ombre, parce que derrière toutes ces communications, à chaque fois, il y a du travail en amont. Est-ce que tu pourrais expliquer tous ces métiers, en tout cas, qui sont plutôt Web 2, mais qui s'incrustent dans le Web 3? Tu vois, comme quoi le marketing, c'est important pour tout le monde, en tout cas pour réunir une grosse communauté. Et est-ce que tu peux voilà, expliquer l'importance de ce marketing pour certains projets? Et peut-être ça donnera l'envie à certaines personnes qui ne sont pas dev, mais à essayer de postuler à des offres, parce qu'on se rend compte qu'il y en a pas mal, en fait, de recherche d'emploi pour ce genre de projet. Oui, moi oui, je peux dire que la différence que j'ai notée, c'est que les Web 3, c'est plus interactif que les Web 2. Donc, dans les Web 2, tu dois faire la promotion d'un produit, mais les feedbacks, il doit prendre un peu plus de temps pour avoir le feedback par la communauté, par les gens. Tandis que dans les Web 3, le feedback, c'est immédiat et le feedback peut devenir un produit de marketing parce que tu peux implémenter les conseils par la communauté. So, il y a une interaction directe qui est marketing. C'est déjà l'interaction entre la communauté et toi. C'est déjà une forme de marketing parce que les gens te peuvent connaître, peut comprendre la vision, la culture de la société. Tu peux expliquer directement le produit. Chaque personne, et puis tu comprends que tu dois avoir une stratégie. Donc, tu fais pour escaler, non? Pour escaler. Oui. Et donc, tu comprends, tu fais un planning, tu peux créer des blogs. Donc, pour moi, mon expérience était une construction jour par jour qui s'est basée sur la communauté. Donc, je peux dire que c'est bottom up. Les web free et le contraire, les web 2. Donc, dans les web 2, on fait le marketing et puis on distribue les produits à les gens. Tandis que dans les web free, c'est au contraire. Tu pars par la communauté et tu construis un produit. Je peux dire que ça, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais en constante communication avec la communauté. Et puis, je donnerai le feedback à mon boss, le directeur. On fait une stratégie en mettant les utilisateurs, leur sécurité, la connaissance des produits qui peuvent l'utiliser, aider et améliorer. Donc, oui, et ça, c'est la philosophie de Binance parce qu'il met l'argent dans les premières positions. Donc, oui, c'est pour ça que je pense il y a c'est connu de très succès à la fin. Parce que à la fin, c'est la vision qui c'était la même. Donc, ça c'est
les petits secrets, ou pas secrets. Non, mais c'est très intéressant. J'adore ce côté-là. Et j'avais une autre question pour toi, c'était sur la partie plutôt RH, sur les Binance Angel. Je sais qu'ils ont abordé, je crois, plus de 200 Binance Angel. Et c'était quoi les critères que Binance recherchait, ou en tout cas pour ces ambassadeurs-là, les qualités qu'il fallait? Ouais, donc, moi, j'ai commencé comme Binance Angel, il y avait vraiment petit, 10, 15. Donc, je vous, les anges de succès, les caractéristiques psychologiques. Et j'ai cherché, quand j'étais en train d'onboarder les anges, j'ai cherché de trouver des candidats avec les mêmes, les mêmes caractéristiques de la gens qui est resté à soutenir la communauté pour beaucoup de temps. Donc, il doit être passionné, il doit aimer les cryptos, il doit être humble, avoir aider la gente et éduquer, mais même être prête à recevoir de nouvelles informations tous les jours, parce que la chose belle de la crypto est que tu dois apprendre une nouvelle chose tous les jours. Et ça, pour moi, c'est la chose qui me porte à aimer cet endroit, parce que je ne peux rester, moi, dans un secteur qui est statique. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas connecté avec ma personnalité. Donc, et puis, je fais des études en Sciences Po, et dans les Sciences Po, il y a la politique, l'économie, la géopolitique. Et dans la blockchain et les crypto, il y a la même chose. Il y a l'économie, il y a la géopolitique, parce qu'avec la blockchain, la transmission des données, des valeurs, c'est facile, c'est transparent, et il est applicable à beaucoup de secteurs, tous les secteurs avec les intermédiations. Et il peut être amélioré, et l'intermédiaire peut être changé, on verra, mais la transparence, la vitesse, il y a des points qui peuvent être améliorés, parce qu'il se crée une sorte de compétition sur le marché, et à la fin, c'est les produits les plus efficaces, les plus efficaces, les plus aimés par les utilisateurs qui prennent les pièces de marché plus grandes. C'était comme ça pendant toute l'histoire. Donc, je pense qu'il continuera même parcours. Mais ouais, 200. Non, je rigole. Non, je sais qu'il y a toute une partie quand même éducation où Binance a vraiment fait, essaye en tout cas de vraiment faire le maximum, parce que avant d'acheter quelque chose, toujours faire ses propres recherches et se renseigner un maximum, et ne pas mettre d'argent dans ce qu'on ne comprend pas. Donc c'est très important avant de s'éduquer, et après ouais. Je trouve que c'est très important, et Binance a vraiment fait un travail dessus. Et, sur l'éducation, la traduction, et puis il y a toujours de nouveaux projets, de nouvelles technologies, donc il faut toujours mettre à jour. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail dessus. Mais je ressens que... Binance Academy, tu peux étudier un nouveau sujet tous les jours. Il y a le BNB Chain Academy course, qui c'est un cours très technique. Je suis en train de le faire, et c'est très difficile. Il parle de thématiques très spécifiques, comme le langage de programmation. Mais c'est bon que tu connais même ces choses, parce que tu as une vision à 360 degrés. Si tu es un professionnel du secteur, ça peut être une chose. Peut-être que tu n'utilises pas toute la journée les programmations du smart contract, mais tu sais ce qu'on parle pendant des meetings, peut-être avec les développeurs et les teams du marketing. Et comment, je trouve que, c'est une question que j'avais lorsqu'on a préparé les questions. Comme on t'expliquait en off, on a une audience qui est assez professionnelle, parce qu'on interviewe beaucoup d'acteurs justement francophones de l'écosystème. Et comment dans l'opérationnel manager, comment tu as harmonisé, j'ai utilisé comme mot, c'est pas comment tu as pu emboîter un petit peu les différentes
méthode de communication, puisque il faut pas se leurrer que selon le continent, les intérêts ne sont pas les mêmes. L'Europe est bien installée dans son confort bancaire. L'Afrique, elle a fait un saut générationnel et elle est beaucoup plus branchée crypto. Le Moyen-Orient également. Comment ça s'aborde tout ça concrètement voilà, dans le cadre de la crypto? Comment ça s'articule? Voilà. Je voudrais dire que peut-être que c'est un chaos qui retrouve un ordre dans la vision et la passion, parce que tu dois faire des meetings, même moi, ici, c'est 6 heures de la soirée, chez vous, c'est 3 heures par après. On doit être flexible. On doit croire que ce qu'on fait, c'est très important. Et oui, c'est un travail dans le web free remote. Donc, tu es libre, mais tu dois être même responsable de tes actions. Donc, je pense que ça rend les choses très... Ils sont très improntés à être opératifs. Donc, on fait choses pas pour parler, pas pour faire des meetings, parce que le temps est précieux et parce qu'on ne voit pas avoir un meeting à 2 heures de la nuit s'il ne sert pas pour faire quelque chose de vraiment important. Et je pense que ça, c'est une raison parce que le monde de la crypto va à assez vitesse. Parce que les gens veulent faire quelque chose. Ce ne sont pas des meetings pour parler. Oui, le networking, c'est important. Il y a beaucoup de networking ici à Dubaï spécialement, mais ils sont improntés à faire du business, à créer des produits, à créer des interactions. Et puis, le monde de la crypto, c'est un monde fait des gens qui sont très compétitifs, mais et sont orientés à le futur. Donc, ils vont très vite. Ils ont tous les outils pour aller vite. L'intelligence artificielle, chat GPT, ils utilisent tous les outils. Donc, comme je veux dire, utiliser tous les instruments qu'on a à disposition. Et oui, il y a des différences culturelles. L'Europe a approuvé les MiCA, sera dans 2025. Donc, Dubaï, c'est plus implanté à une start-up. Il y a, pour lui, la blockchain, c'est une des très... c'est un tremplin. Oui, oui, c'est pour développer Dubaï. La blockchain, c'est un des très piliers, je voudrais dire, très important. Donc, il a une approche un peu plus pragmatique, je voulais dire, mais il y a la VARA, donc il y a des licences à prendre même ici. Donc, peut-être que il y a une culture différente, mais à la fin, je ne vois pas beaucoup de différences, je dois être honnête. Oui, parce que regarde, Vara, il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils ont sanctionné quelques exchanges au Moyen-Orient aussi. Je crois comme quoi le régulateur, il est partout le même, a priori. Ouais, le minage aussi à Dubaï. Je pense. Je crois qu'il y avait le minage aussi à Dubaï qui avait été visé un petit peu par le régulateur, je ne sais plus, mais Oui, ça c'est un petit peu, c'est différent. C'est, à vérifier, mais c'était plus. Non, il y avait une justice entre guillemets. C'était par rapport au terrain. C'était les terrains pris pour miner. Quelle rémunération on donne aux propriétaires du terrain? Et il y avait, bah tiens, ça nous permet une belle transition. Il y avait un petit peu de social dans cette loi, puisque l'idée c'était que le propriétaire du terrain, il se retrouve pas à louer son terrain pour miner du Bitcoin et à toucher quelques dirhams comme s'il faisait de la culture de je sais pas quoi. Mais vous savez, ces choses, sont des choses qui dans tout le monde, il y a des choses
pense. Mais oui, mais les régulateurs fait son travail, hein, en Europe, à Dubaï, dans tout le monde. Ça veut dire que ça marche, c'est une bonne chose, je voudrais dire. Et du coup, ça nous permet une transition parce que tu l'as un petit peu déjà dit, tu as fait une formation sciences politiques, enfin Sciences Po, etc. Et du coup, tu abordes les cryptos d'une autre manière. Et j'aurais aimé un peu que tu parles du rôle des cryptos, du rôle que les cryptos peuvent avoir dans une forme de responsabilité sociale. J'aurais aimé un peu qu'on évoque ce point-là. J'ai une vision à long terme. Et je pense que ça, c'est une des raisons parce que je suis dans le monde, ça fait 6-7 ans qu'ils parlent de crypto, c'est beaucoup, je pense. Parce que moi, la spéculation, il fait partie de mon crypto, c'est pour ça que le prix, il va grossir. Mais je pense que c'est beaucoup de rumeurs, mais la voie, c'est la voie d'utiliser les cryptos dans le monde réel. On le voit avec les nouvelles élections américaines maintenant. Ils veulent utiliser le Bitcoin plus en plus dans le monde financier. Donc, il a trouvé une approbation quand même formelle, je voudrais dire presque formelle. Donc, la narrative a été changée beaucoup. Et la narrative, c'est un narratif politique, je voudrais dire, parce que Bitcoin a été utilisé comme un instrument politique maintenant. Tu sais, on va en parler un petit peu après de tout ce qui est stratégie marketing, SEO, etc. Mais lorsque tu fais un site WordPress et que tu mets des étiquettes, etc., il y a de plus en plus l'étiquette société ou politique apposée à Bitcoin. Donc enfin voilà, comme quoi. Alors c'est toujours la même chose. Bitcoin incensurable, apolitique, agnostique, etc. Mais il est très vite pris comme outil politique par certains. Regarde, et dans un sens ou dans l'autre, regarde, Joe Biden, hier, il a vendu des bitcoins. Des bitcoins. Il a dû faire comme ça à Donald Trump en même temps. Mais on voilà. Pas un conseil financier, mais ouais, on peut vendre quand on veut. Mais ouais. Moi, j'ai une vision de long terme. Elon Musk aussi qui rentre aussi dans la danse et qui a une exposition encore plus forte. Je pense que pour les crypto-monnaies, ça va encore apporter de la visibilité et ça va être un cycle complètement différent pour la portée en tout cas. Les Doge départements. Donc, tu vois, il y a cette intersection. La narrative change vraiment. Et les personnes même, ça fait 4 ans, tout le monde me disait, qu'est-ce que c'est la crypto? Tu es dans les cryptos, qu'est-ce que tu fais dans les cryptos? Et maintenant, ils m'appellent, me demandent quelque chose. Est-ce que tu me peux donner ces conseils, ces bitcoins? Moi, je ne donne pas de conseils. Moi, je dis, vous devez étudier. Je te peux donner toutes les informations pour étudier et toutes les informations sur la sécurité. Ça c'est la première chose, la sécurité pour moi, plus importante que l'éducation à la sécurité, c'est la première chose. Donc, les wallets, comme ouvrir ton compte en toute sécurité, comme éviter les scammers. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que c'est plus facile de perdre de l'argent pour la sécurité qu'en faisant du trading. Ça, je te peux signer ces choses. Parce que c'est une chose qui t'occupe beaucoup de temps et tu dois penser beaucoup à avoir une stratégie même sur la sécurité. Et ça, c'est une chose que nous avons stressé beaucoup dans les communautés. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que quand même, quand tu entres dans le monde de la crypto, tu commences à recevoir beaucoup des emails. Je ne sais pas si tu... Et donc... Et avec l'IA, ça va être c'est pire. Avec l'IA, avec je sais pas des problèmes comme Ledger ou qui avait communiqué, qui sont fait leak, en tout cas pas mal d'adresses où ça permet quand même. Il y a des personnes malveillantes qui ont quand même des grosses bases de données de personnes qui ont été intéressées par des crypto-monnaies. Donc ça devient de plus en plus facile avec une IA. En tout cas de toucher quelques personnes, mais ça peut représenter quand même des gros volumes. Donc ouais, il faut toujours faire attention et
parfois je dis tout le temps, mais c'est bien de perdre quelques crypto-monnaies parce qu'après, ça permet de faire vraiment attention parce que tant qu'on le vit pas, on le prend pas au sérieux. Donc, je dis vraiment aux personnes, c'est faites-le avant que ça vous arrive. Donc, prenez des dispositions comme un ledger ou à partir d'une somme. Mais ne croyez pas que ça va arriver aux autres, hein. C'est comme les cambriolages. C'est vraiment tout le monde qui peut être victime de ça. Donc, c'est vrai que sur la sécurité, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que ça arrive tous les jours. Et des faux liens, voilà, il y a des manières différentes et on tombe souvent dans le panneau une fois. Mais il suffit d'une fois pour tout perdre. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire très attention à ça et ça commence à être sophistiqué avec l'IA. C'est très dur parfois de confondre le vrai ou le faux. Voilà. Pardon Antoine, je t'ai coupé? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Excuse-moi. Du coup, oui, tu as, dans tous les travaux que tu as fait, tu as obtenu certaines publications dans des médias prestigieux. Tu as été publié sur Forbes Italie. Un deuxième média, dans mes recherches, j'ai vu qu'il était connu en Italie, mais j'ai un piètre accent italien. Il Sole 24 Ore. Voilà. Donc, du coup, j'aurais aimé un petit peu savoir si tu avais des tips. Donc là, on rentre un petit peu du côté vraiment de ton expérience marketing et stratégique. Si tu avais des tips pour la création de contenu et pour obtenir une couverture médiatique de qualité, quoi, parce que c'est voilà. Moi, j'étais très curieuse de cette réputation que tu t'es forgée. Comment, voilà. La réputation, c'était la réputation de Binance. Donc, Binance avait déjà une crédibilité et elle était en train de lancer des produits très solides, la BNB Chain, quand CZ est venu en Italie. Donc, il y avait des motivations pour avoir être crédible. Oui, avoir une crédibilité et inviter des magasins aussi prestigieux comme Forbes et Il Sole 24 Ore. Et nous, au début, nous avons organisé beaucoup de meet-ups pendant l'Italie. Donc, nous avons créé beaucoup d'engagement et les gens ont commencé à parler de Binance. Et donc, c'était une chose réciproque. On a invité les gens à notre meet-up. Ils sont venus par leur-même, ils l'ont vu avec leurs yeux, qu'est-ce que nous faisons dans toute l'Italie. Et on s'est créé des contacts, des liens. Et quand on est en train de lancer des produits, c'était une chose très, très simple à la fin. Donc, on peut inviter, mais ils peuvent venir par leur-même. Quand il y a des initiatives très importantes comme le lancement de la BNB Chain ou quand c'est venu en Italie, ils ont fait une couverture médiatique. Donc, je voudrais dire que travailler avec la communauté, c'est la chose la plus importante qui apporte à créer des liens même avec la presse. Et oui, c'est un lien interdépendant, je veux dire. Donc, c'était la reconnaissance d'un travail qui sérieux et qui continue dans le temps d'une société qui va grossir, qui va être sérieux dans le territoire national. Donc, ouais, c'est ça. Et quels sont les outils ou les stratégies que tu considères comme essentielles alors pour une optimisation SEO efficace dans le secteur crypto, c'est-à-dire que dans l'idée, qu'est-ce qui est efficace pour se faire remarquer, pour un petit créateur de contenu qui fait du contenu pertinent, sérieux, mais il n'arrive pas à se faire remarquer. Qu'est-ce que tu conseillerais? Encore une fois, vraiment, je précise, c'est que cette question-là, c'est vraiment dans le cadre d'une audience qu'on a qui est un petit peu entrepreneuriale. Donc voilà, ça reste vague. Oui, la création de contenu, c'est la première chose. Utiliser donc des mots-clés
c'est les stratégies SEO, c'est que tout le monde utilise donc les mots-clés, les contenus éducatifs, faire la régularité. Oui, exactement. Et utiliser des mots qui doivent être pertinents, d'engagement. Et puis, avec ces contenus, tu peux créer des liens avec des affiliés, des influenceurs. Tu peux aller au Meetup. Tu te peux faire connaître. Je connais beaucoup de monde. Moi, j'ai ces blogs. Moi, j'ai ces projets crypto. Moi, je suis cet influenceur. Et on crée des liens. Donc, oui, faire des événements en ligne ou des événements physiques, c'est la meilleure chose pour se faire connaître. Et donc, tu peux mettre viral tes contenus si tu fais des partnerships avec des autres gens, des autres projets dans le même secteur. Donc, c'est une SEO à 360 degrés. Ce n'est pas seulement le contenu, mais c'est plus même stratégique, partnership, parce qu'il y a beaucoup de contenu, je pense, qui est très intéressant et très valide, mais tu dois, comment dire, te faire noter dans le monde Internet, dans l'algorithme de Google. Et donc, voilà. Et même TikTok, aujourd'hui, c'est le réseau qui est très à la mode. Oui. On dit que les cryptos, c'est le Far West, mais alors que TikTok... On ne penserait jamais que crypto peut être un réseau pour les cryptos. Ça fait 4-5 ans, mais maintenant, tout le monde poste des conseils ou des petites reels sur TikTok. Pas seulement sur Instagram ou sur X, mais sur TikTok quand même. On va avancer un petit peu dans les questions. Est-ce que tu peux également nous parler donc ça, c'est vraiment une question qui m'est venue en regardant un petit peu ce que tu faisais en ce moment. Donc c'est une des rares questions où j'ai pas la réponse à l'avance, puis j'ai pas triché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation du Web3 Marathon? Voilà, qu'est-ce que cet événement qui sur tes réseaux sociaux avait l'air super. Donc, est-ce que tu peux le marathon, c'était organisé par David Princeau. Salut. Ça, c'était le génie de ce projet. Moi, j'ai aidé. Mais David a voulu faire une chose pour la communauté. Nous l'avons fait pendant le Covid, ça fait l'hiver de 2020. Et nous avons fait 4 webinaires, 400, sur une thématique. Il y avait la sécurité, il y avait les wallets, il y avait les acteurs de la scène francophone. Je me rappelle des projets comme Sandbox. Et il y avait beaucoup de rencontres de l'agent de la communauté francophone. Il se rappelle de moi pour le Web Marathon. Ça, c'est une chose qui me rend très contente. Je n'avais pas compris les pouvoirs de cette Web Marathon, mais c'est une chose qui reste dans le temps. Parce qu'il reste. Parce que nous avons donné de l'éducation, nous avons donné de l'engagement, nous avons fait sentir l'argent partie de nos communautés. Parce que quand tu es dans les cryptos, tu es seul. Tu es devant ton ordinateur, toute la journée et tu dis, mais je suis seule, qu'est-ce que je fais? Il y a des autres comme moi. Et quand tu découvres tout un monde des entrepreneurs, des projets, tout vraiment, tu fais partie de nos communautés. Moi, c'est mon monde. Et nous avons même, il a créé ces certificats dans une forme d'NFT à la fin de la Web Marathon. Certificats que les gens pouvaient utiliser comme certificat, par exemple, sur LinkedIn pour dire qu'ils ont la connaissance du monde crypto et de la blockchain. So, ce n'était pas seulement une chose de marketing, c'était une chose avec une valeur effective. Qui peut-être vous avez innové. C'était de l'innovation parce que c'est vrai qu'il y avait des crabes, des dauphins, des baleines. Ça a été suivi parce que moi, je vois dans mes collaborateurs, bon, c'est pas énorme, mais j'ai 2 personnes dans mes collaborateurs qui sont 3, pardon, même, qui ont leur baleine ou leur dauphin ou leur truc en formation Binance.
à l'époque, ouais. C'est dommage qu'ils fassent plus ça, Binance. Je sais pas, enfin, ça se trouve, je dis ils le font encore et c'est moi qui ne le sais pas, mais je crois pas. Non, mais relier un NFT, c'est vrai que c'était la première fois avec un LinkedIn. Après, je ne sais pas si c'est bon, en fait, au final, de mettre un lien vers un wallet où on peut voir après les opérations. Mais l'idée était là et en plus, il manquait beaucoup. Je crois que c'était la BSC, hein, c'était le début de la BSC. Et il manquait beaucoup. Enfin, pour rassurer les personnes, c'était très bien d'éduquer avant d'essayer. En tout cas, on avait des démonstrations, on avait des quiz. Enfin, c'était très cool. Moi, j'avais passé un C'était très une bon chose moment. révolutionnaire, je pense. Et il y avait beaucoup de travail et beaucoup de monde. Et je veux dire que j'ai découvert le potentiel de la communauté francophone parce que je pense que pour l'Europe, en termes de projets et en termes de volume, ça, c'est une des communautés plus grandes parce que tout l'écosystème, même à Paris, il y a tout l'écosystème crypto qui c'est énorme. Et donc, ouais, les wallets, la DeFi, les métaverses avec Sandbox, ils sont dans tous les projets plus à la mode, ils sont au plus en demande, ils sont là-bas en France. Chilitz. Alors, tiens, justement, toi qui parles des tendances, avec l'expérience qu'on a pu évoquer, comment tu vois l'adoption des cryptos avec l'arrivée de MiCA? Alors, pour rappel, pour nos auditeurs, MiCA est un règlement européen qui pend, qui est suspendu au-dessus de la tête du secteur crypto européen depuis plusieurs années. Il y a eu des hauts et des bas. Grosso modo, il y a eu un texte adopté et qui est applicable à partir de la fin de 2024, début 2025, et qui sera par la suite obligatoire. Donc voilà, j'aurais aimé un petit peu comment tu vois les choses et les tendances pour la suite avec MiCA qui arrive en Europe, et ce d'autant plus que au moment, par exemple, où tu étais à Binance, MiCA était quand même loin. On n'y était pas encore, et c'était même MiCA. Enfin voilà, parce qu'il y a un MiCA 2 qui va arriver aussi. Donc, Je voilà. pense que l'Europe, c'est à l'avant-garde pour la régulation et après, tout le monde va suivre. Donc, je pense qu'il donnera confiance à les investisseurs, à les crypto-exchanges. Donc, il y aura des clarités et ça, c'est une chose positive, j'espère. Ça sera mon opinion, mais voilà. C'est un monde nouveau, donc c'est une chose positive qu'il y a des règles, il y a des professionnels qui ont réglé, qui connaissent le secteur. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de connexion entre les cryptos, les business et la et je pense que ça, c'est une chose positive parce que quand il y a les dialogues, il y a la possibilité d'améliorer, de discuter et donc il y a une channel de communication qui c'est la chose la plus importante. Donc, je pense que l'Europe c'est très bien positionné et j'espère qu'il prendra ces possibilités de la crypto pour s'innover parce que je pense que l'Europe a besoin d'innovation et je pense qu'ils peuvent utiliser la blockchain, les cryptos pour s'innover. Ça, je l'espère. J'espère qu'il ne soit pas seulement une chose réglementaire, mais ils peuvent régler même l'innovation pour aider l'Europe à être plus innovative, plus efficace. Oui, il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la crypto en Europe, donc ils sont très bien positionnés, je pense. Avec Trump, ça peut changer hein, au niveau des États-Unis et ça peut mettre plutôt un frein pour nos entrepreneurs. Moi, en tout cas, j'ai cette vision que les États-Unis étaient plutôt fermés, mais maintenant, ça peut changer et que beaucoup de sociétés, en tout cas, ont l'air de reprendre de la force. Et à partir du 20 janvier, je pense qu'on verra des choses évoluer, ou en tout cas des annonces par rapport à des grosses sociétés qui n'osaient pas avant avec Biden, avec aussi la SEC, avec Gary. Comment? Non, tu as raison, tu as raison.
le Bitcoin, c'était un outil politique, comme je dis. Trump a été à Nashville et il a fait un discours très clair sur le Bitcoin. Parce que Mika, c'était la première fois qu'on posait les choses, mais je pense qu'après, les États-Unis peuvent aller très vite et complètement changer et s'adapter. Ils ont la chance d'être vraiment flexibles. Et je trouve que c'est une force quand même que les États-Unis ont, comparé à l'Europe. Ils peuvent aller très vite et puis d'un coup réguler. Mais c'est long. L'Europe, le temps qu'ils fassent, c'est très long le processus, alors que les États-Unis, c'est beaucoup plus rapide. Et je pense ça peut changer. En tout cas, Mika, pardon. Ouais. Non, vas-y. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça, ce n'est pas une chose liée indirectement au crypto. Ça, c'est comme l'Europe marche, en général. Et comme les États-Unis marchent aussi, d'ailleurs, c'est propre à chacun des systèmes. Et les États-Unis, quand même, quand ils voient une innovation qui peut les aider, parce que même la situation financière, oui, c'est bonne, mais il y a tous les problèmes que nous... Donc, ils ont compris que les cryptos peuvent leur aider à résoudre beaucoup de problèmes financiers comme les dettes publiques. Mais même l'Europe peut avoir une inspiration par les États-Unis. On verra. Oui, parce que si les États-Unis commencent à acheter Bitcoin pour se protéger par comme peut-être que des autres États feront la même chose. Donc, à la fin, peut-être que les cryptos sera le secteur qui aura un avantage stratégique par ces décisions. À la fin, je ne sais pas. C'est très intéressant. On arrive un petit peu sur la fin, toutefois. J'aurais aimé un petit peu savoir un peu voilà, on a dit énormément de choses, on a évoqué certaines tendances. J'aurais aimé un petit peu que tu nous parles de l'impact que tu penses qu'aura l'industrie lorsque dans quelques années, et comment tu vois un petit peu l'évolution de notre écosystème, voilà, sur les années qui arrivent. Est-ce qu'il y aura de la blockchain partout? Faire des prévisions sur le cristal. Toutes les choses changent à une vitesse. Tu fais une prévision et les jours après est déjà changé. Non, mais moi, je pense que s'il n'y a pas des événements comme des guerres ou des choses que je n'ai pas dans ma tête, je pense que les cryptos vont évoluer. Il y a le cycle du Bitcoin, qui c'est un an de bull run et 2 à 3 ans de bear market. Et je pense qu'il sera la même chose dans ce cycle et que les prix vont grossir parce qu'il y a tous ces fonds des investisseurs internationaux avec les FT et les élections américaines. Donc, moi, je suis positif. Pour moi, tout le monde doit étudier. J'espère que l'éducation financière, l'éducation de la crypto-monnaie sera une chose qui est prise très sérieuse au début du parcours éducatif, parce que personne ne sait comment manager ses finances. Ça, c'est la vérité. Mais même après un cours universitaire, tu connais beaucoup de choses théoriques en théorie, mais pas des choses pratiques. Et je pense qu'on doit améliorer sur ces choses. Moi, et puis, il y aura l'intelligence artificielle. Moi, j'aime rigoler. Moi, j'aime dire que oui, on aura les robots ici chez nous et nous serons dans le métaverse. Nous, on va se mettre les lunettes de Mac, de iPhone. Nous, on va vivre dans le métaverse et les robots feront les choses que nous faisons dans le passé. Certaines choses, c'est un peu une chose visionnaire, mais moi, je vois, oui, l'intelligence artificielle va changer la société. Il a déjà changé parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses qui je n'étais pas capable, mais avec les outils, on peut créer des histoires, on peut faire des choses plus vite. Ça a rendu, toi qui a fait de la création de contenu avant l'IA, par exemple, ça
ça a simplifié des chemins. Au-delà, attention, je parle même pas de tout ce qui est texte IA, parce qu'au final, c'est la plus pire utilisation qu'on puisse faire de l'IA. Je parle plus vraiment en termes de construction d'images, utilisation Canva. Je sais pas si tu l'avais en 2018 quand tu étais à Binance, tu vois. Mais tous ces outils-là qui intègrent également de l'IA dans la conception d'images et tout ça, c'est un vrai game changer pour les créateurs de contenu, parce que tu en as qui arrivent maintenant à proposer du travail de qualité sans avoir besoin d'un designer, sans avoir besoin d'un community manager, parce qu'ils vont essayer de se faire une stratégie avec ChatGPT. Enfin voilà, t'as des manières t'as des gens qui arrivent à se créer comme ça des débuts de petits business assez intéressants en termes, vraiment, je parle juste pour ce qui est création de contenu. Donc ça reste. Non, c'est épatant. C'est épatant. La technologie IA était épatante la première fois ça fait maintenant quand même 2 ans maintenant, je crois, mais c'est un peu comme la blockchain quand tu découvres, voire même ça peut être parfois même mieux pour certaines personnes, mais c'est vrai que c'est une révolution quand tu l'as devant toi et que tu essayes, tu te dis waouh, tu en as forcément l'utilité quelque part. Après, c'est à toutes les personnes de trouver comment elles peuvent l'utiliser, mais toutes les personnes, pour moi, c'est un peu comme Google, quoi. C'est un peu obligatoire. Donc, c'est vrai que l'IA, c'est impressionnant tout ce que tu peux en faire. Et pour les créateurs de contenu, ça facilite pas mal de temps. Tu gagnes beaucoup de temps. Oui, moi, j'ai noté que la chose importante, c'est la juste recherche. Donc, donner le juste input à l'AI, qui ce n'est pas une chose facile. Donc, mais oui, ils font tout. Peut-être qu'ils te peuvent même faire... tu peux leur demander qu'est-ce que tu veux presque. Et ils te peuvent aider très vite, très efficace. Donc, oui, la vitesse même du travail est changée. Tu peux faire beaucoup de choses et oui, il ne changera beaucoup. Mais pour les cryptos, oui, même les real world estate, il sera un autre topic, la DePIN, donc tout l'IoT, tous les outils qui sont managés par l'AI. Donc, oui, et je pense même qu'on ne parle pas beaucoup, mais il y a tout un écosystème de Layer 2 sur Bitcoin qui va être, je pense qu'il sera un secteur qui se va développer. Il y a les ordinals, les inscriptions, les runes, donc, oui, il y a beaucoup de... en 2021, il y avait les NFT sur Ethereum et maintenant, il y a les CryptoKitty, ah bah j'en ai, ça vaut plus rien. C'était trop bien. J'en ai, Lucia. J'ai des CryptoKitty dans mon wallet. Mais comme market cap, ils vont bien, mais oui, NFT a perdu beaucoup de volume de trading. C'est parce que c'est vrai que c'était les premiers, c'était un test. Et c'est vrai que ça remonte, hein, les CryptoKitty, mais c'est les tout débuts des NFT. Je sais pas si des petits chats. Mais en parlant, tiens, des NFT, il y a une tendance sur les RAW. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a vraiment parfois une utilité réelle derrière ce token. Je pense que tu sais, ah oui, désolé. J'avais un petit dragging. Et qu'est-ce que tu en penses des reward assets je trouve qu'il y a vraiment une énorme utilité. Et je voulais juste, c'était ma dernière question comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette technologie? Les layer 2 les layer 2 ou NFT? Non, les RWA. Ah, oui. Non, mais... Parce que c'est mêlé avec les NFT, tu vois, souvent, c'est approprié de la technologie. Et je trouve ça intéressant, en tout cas. Et j'aurais voulu savoir si tu t'es penché. Enfin, qu'est-ce que tu en penses à titre évidemment personnel? Oui, à titre personnel, je pense que si on fait la tokenisation derrière World Assets, ça, c'est une chose qui peut avoir beaucoup de potentiel parce que tu portes dans le monde digital, le monde réel. Mais s'il y a cette intersection, on doit avoir
je pense, des règles très bien spécifiées parce que ça n'est pas une séparation, mais c'est une intersection. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a des failles exchange qui ont des API très avantageuses sur ces real world data. Ils sont même très risqués parce que la DeFi, c'est très risqué. Donc, c'est un trend, mais je pense que nous sommes au début. Je pense que les règleurs, il sera le premier à s'occuper de ces... Parce que c'est une intersection entre le monde réel et le monde... Tu dois tokeniser la réalité. Et donc, on doit soumise à la régulation de la réalité avec une adaptation digitale. Mais je pense que ça, c'est la seule chose pour voir une évolution. Mais oui, le monde va vers une tokenisation parce que si tu tokenises un immeuble, tu peux dire que tu as un petit pourcentage de, je ne sais pas, Trump Tower. Non, par hasard. C'est une opération marketing, ça. Bah, ça, c'est la chose que peut-être, ça, c'est la chose que la gens veut. La gens veut acheter, veut avoir quelque chose que peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir dans la réalité, mais peut avoir une pourcentage tokenisée de ces choses. Mais il y avait déjà dans la réalité la possibilité d'acheter un immeuble avec des autres gens par une période de temps. Tu vas dans l'été, tu vas dans l'hiver. Donc, ces choses, il y a déjà dans la réalité. Mais oui, je pense que si on les tokenise, on ouvre la possibilité, on rend les choses plus économiques et donc on crée un marché. Je pense que quand on crée un marché où les gens décident, c'est une chose positive parce qu'on crée des possibilités, on crée de l'argent, on crée une amélioration en général et un développement des systèmes crypto. Donc, oui, je suis positive, mais je pense qu'on a besoin de règles parce qu'il y a cette intersection entre le monde réel et le monde digital. Après, on peut tokeniser des actions. Et du coup, ça peut être plus... Les security tokens sont tout réglés. Donc, oui, non, mais ça permet aussi de rendre ça plus accessible à certaines personnes en un clic, par exemple sur un DeFi. Voilà, ça pouvait, je ne parle pas d'un bien immobilier, mais c'était ma petite question et comme ça, j'ai ton avis. C'était pour conclure dessus. Mais moi, je pense que même les métaverses, il y aura des développements sur le métaverse. Ce n'est pas une chose qui viendra demain, mais il y a beaucoup de... Non, plus en plus dans le digital et moins en moins dans la réalité. Au précédent Bull Run, je tenais une chronique sur le métaverse qui était un petit peu axée pareil sur un public professionnel. Et non, je pense que c'est pas que ça va revenir peut-être même plus fort que prévu, puisque faut pas oublier que Apple cette année a sorti son Oculus machin, le numéro je sais pas combien là. Ça a été une sorte de flop, mais ça fait que Meta il a mis le paquet sur ses Ray-Ban qui va sortir. Bref, ça a fait une compétitivité qui fait que ils sont en train de... Ça va revenir doucement sur le tapis quand ils vont tous refaire des fonds, peut-être même sous un autre terme, puisque métaverse, en tout cas, je sais pas pour vous les Italiens, mais sur le français, c'est pas très vendeur. C'est plus ou moins, il y a pas de métaverse, SE, c'est l'écriture vraiment anglaise. Normalement, en français, c'est le métavers. Ça s'écrit pas, c'est pas la même sémantique. Donc, en termes de SEO, du coup, tu te retrouves avec des Français qui utilisent le terme métaverse en anglais parce que sinon, métavers en français, ça ne marche pas pareil sur le SEO. Bref, je pense qu'il y a un problème de wording qui a fait mais que l'idée va continuer. Et oublions pas McKinsey, le fameux, hein, qui est ce qu'il est, mais qui a des projections sur le métaverse qu'il maintient toujours. Donc, ouais. Non, mais toutes les innovations, on ne réussit pas au début, mais je pense que la direction, c'est elle.
même s'ils n'ont pas eu beaucoup de succès, parce qu'ils sont très coûteux, tu dois te mettre ces choses. Mais je pense que ça, c'est la direction. Bah, je me peux tromper. Hein. Ouais. Eh ben, En tout cas, pardon, vas-y, entre. vas-y. C'est très bien. C'est toujours toi qui dis au revoir, vas-y, ça va me perturber. Eh ben, merci Lucia d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était très sympa. Merci beaucoup et on invite les personnes à s'abonner et à liker la vidéo. Merci encore, hein, Lucia. Merci Antoine, merci Magali, merci à tous. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas français, donc merci à tout le monde pour m'écouter. Mon prononciation de mes mots pas très... C'est haut. Très bien. Merci beaucoup. Salut.